Vous connaissez tous Louis XIV, le roi Soleil, celui qui a fait de Versailles la 8e merveille du monde et qui a régné pendant 72 ans sur la France. Mais ce qu'on ne vous dit jamais dans les livres d'histoire, c'est que derrière cette façade dorée se cachait une réalité bien plus olfactive. Car oui, le roi le plus puissant d'Europe avait un problème majeur. Il sentait mauvais. Vraiment mauvais. La toilette de Louis XIV était très sommaire et prête à rire aujourd'hui. Le matin, au lever, il enfilait une chemise propre et se passait sur le visage un peu d'eau. Puis, comme il était de coutume à l'époque, il s'aspergeait abondamment de parfums qui cachaient bien mal son odeur corporelle. Et nous parlons ici du souverain qui recevait les ambassadeurs du monde entier dans son château de rêve. Commençons par détruire une légende qui traîne depuis des siècles. Une rumeur raconte que le roi Soleil ne prit qu'un bain au cours de sa vie. Quelle ineptie! Cette histoire a été inventée au XIXe siècle par des historiens qui voulaient critiquer l'Ancien Régime. La vérité est plus complexe et bien plus intéressante. Louis XIV prenait effectivement des bains, mais pas comme nous l'entendons aujourd'hui. Il prend volontiers des bains de rivière, en pleine nature, dans la Seine à Saint-Germain. Une habitude contractée dans sa jeunesse et qui le suivra jusqu'à la fin de sa vie. Le roi adorait se baigner dans les rivières, entouré de toute sa cour qui devait installer des tentes pour qu'il puisse se déshabiller à l'abri des regards. Mais ces bains de rivière ne résolvèrent pas le problème fondamental. Au quotidien, Louis XIV avait une hygiène corporelle déplorable selon nos standards actuels. Et le pire, c'est que tout le monde autour de lui le savait. La situation était telle que Madame de Maintenon, la compagne du roi après la mort de la reine en 1683, n'hésitait pas à dire à ses familiers que le roi ne sentait pas bon. Imaginez la scène. La femme qui partage le lit du roi le plus puissant d'Europe confie à ses proches que son mari sent mauvais. C'est dire à quel point le problème était réel. Mais Madame de Maintenon n'était pas la seule à souffrir de cette situation. L'odeur corporelle de Louis XIV est la première responsable de doux conseils du médecin. Le roi de France avait un parfum pour le moins piquant et désobligeant pour ses hôtes. Son médecin personnel, Fagon, a même dû intervenir pour conseiller au roi de prendre des bains thérapeutiques, officiellement pour sa santé, mais officieusement pour soulager son entourage. La situation était devenue si critique que même ses maîtresses n'en pouvaient plus. Madame de Montespan elle-même, la favorite de Louis XIV, dérangée par l'odeur corporelle royale si particulière, trouva une parade simple. Se parfumer à outrance encore et encore, afin de couvrir l'odeur de son tendre et royal amant. Vous vous rendez compte? La plus belle femme de la cour, celle qui avait séduit le roi et qui vivait dans le luxe le plus extravagant, était obligée de se noyer dans le parfum pour supporter l'odeur de son amant royal. Et l'histoire ne s'arrête pas là, car cette guerre des parfums a fini par provoquer leur rupture. En 1680, à la fin de sa relation avec Madame de Montespan, le monarque n'hésite plus à faire des réflexions à sa maîtresse, qui apprécie les parfums particulièrement forts. Louis XIV finit par les prendre en horreur. Le roi était devenu tellement sensible aux odeurs qu'il ne supportait plus les parfums puissants que Madame de Montespan utilisait pour masquer ses propres odeurs. C'était un cercle vicieux. Elle se parfumait pour ne pas sentir son odeur, mais ses parfums lui donnaient des migraines. Le roi Soleil devient vite très sensible aux odeurs qui lui donnent des migraines épouvantables lorsqu'elles sont trop puissantes. Cette hypersensibilité olfactive du roi était devenue un véritable problème de cour. Ne jetez pas la pierre à ce brave Louis XIV. L'inverse est aussi vrai puisque le roi se serait séparé de Madame de Montespan principalement à cause de son odeur. Les couples se faisaient et se défaisaient au rythme de l'hygiène et de la propreté à la cour royale. Mais attendez, ça devient encore plus savoureux. À l'époque, dans toute l'Europe, on appelait la cour de France la cour parfumée. Vous imaginez l'ironie? La cour la plus raffinée d'Europe était surnommée ainsi non pas par élégance, mais par nécessité absolue. Au XVIIe siècle, être propre ne signifiait pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. À la cour, la propreté se manifeste surtout par le port de linge blanc, mais les parties visibles du corps devaient être nettes, avoir soin de se tenir la tête nette, les yeux et les dents dont la négligence gâte la bouche et infecte ceux à qui nous parlons. Les pieds surtout en été pour ne pas faire mal au cœur à ceux avec qui nous conversons.
Les pieds, vous vous rendez compte que déjà à l'époque, on savait que les pieds qui sentent mauvais pouvaient littéralement faire mal au cœur, aux interlocuteurs? Et notre roi, avec ses fameux problèmes de pieds, était exactement dans cette situation. Paraître propre, voilà l'idée de l'hygiène au XVIIe siècle. Il faut paraître. On revêt donc des chemises blanches, immaculées, dont on fait ressortir les dentelles par les manches, le col, etc. Ces chemises sont changées plusieurs fois par jour dès que le besoin s'en fait sentir, soit à cause de souillures, soit à cause de la transpiration. On peut en changer jusqu'à 5 fois par jour. 5 chemises par jour. C'était un luxe inouï à l'époque. Ces chemises sont en lin et coûtent très cher, plus cher qu'un meuble ou un tableau qui ne valent que 20 ou 40 livres. Une chemise de lin peut valoir jusqu'à 200 livres. Si on veut comparer, une livre valait 20 sous, 1 kilo de pain valait environ 3 sous, le salaire moyen d'un ouvrier 20 livres par mois. Une seule chemise du roi coûtait donc 10 fois le salaire mensuel d'un ouvrier, et il en changeait 5 fois par jour. Vous commencez à comprendre pourquoi la Révolution française a eu lieu, mais pourquoi Louis XIV et ses contemporains se lavaient-ils si peu? La réponse va vous surprendre. Ils avaient peur de l'eau. Les grandes épidémies, peste, variole, circulent toujours au sein du royaume de France. Les Français commencent donc progressivement à craindre l'eau, soupçonnés de faciliter l'infiltration de la maladie par les béances du corps. Chez les médecins de la Renaissance, une autre idée s'impose en filigrane par-dessus la théorie des humeurs, celle que le corps est poreux, qu'il comporte des interstices par lesquels les miasmes peuvent se glisser. Ces miasmes, par définition, sont synonymes de maladie et d'infection. Les médecins de l'époque pensaient donc que prendre un bain ouvrait les pores de la peau et permettait aux maladies de pénétrer dans le corps. C'était une croyance scientifique de l'époque, même si elle nous paraît absurde aujourd'hui. Pour les contemporains, le corps est une sorte d'éponge. Il vaut mieux le laisser un peu sale que le saturer d'eau. L'eau est supposée enlever cette armure protectrice, la sueur, la transpiration, la crasse. La saleté était donc considérée comme une protection naturelle contre les maladies. Cette peur de l'eau explique pourquoi on a recours au parfum qui devient le roi des artifices. Le parfum sert donc à masquer les effluves désagréables dégagés par le corps. Il devient lourd, fort, capiteux, entêtant. On a recours aux apothicaires qui fabriquent des parfums puissants à base de civet, de musc, d'ambre, le palais des 1000 odeurs. Versailles, ce palais de rêve, était en réalité un cauchemar olfactif. Le lit royal était d'ailleurs le repère de dizaines de puces que les valets voyaient sauter sans étonnement particulier. Le lit du roi était infesté de puces, et personne ne trouvait cela anormal. Entre costumes, perruques et accessoires, difficile de garder une hygiène irréprochable. Les courtisans sont couverts par la vermine, en particulier les puces qui prolifèrent sur les animaux de compagnie et les perruques. Pour y remédier, celles-ci étaient enfumées, sans grand succès. Les perruques, ces symboles de l'élégance française, étaient des nids à puces. On les enfumait régulièrement pour essayer de tuer les parasites, mais sans grand succès. Vous imaginez les dîners à Versailles avec tous ces courtisans qui se grattent discrètement la tête sous leurs perruques poudrées, mais le pire, c'était le problème des toilettes. Malgré plusieurs endroits de commodité, c'était bien insuffisant. Les visiteurs s'abandonnaient donc dans les couloirs. Oui, vous avez bien lu. Les gens faisaient leurs besoins dans les couloirs de Versailles, dans le plus beau château du monde. D'après l'inventaire des meubles de la couronne, il y aurait eu plus de 350 chaises d'affaires entre 1664 et 1705, ainsi que plus de 34 fosses d'aisance, reliées à un système d'égout pour évacuer ces eaux usées, se déversant au sud dans l'étang des Marais et au nord dans celui de Clagny, finalement comblé en 1736 pour cause de mauvaises odeurs. 350 chaises percées pour plusieurs milliers de courtisans qui fréquentaient quotidiennement Versailles. Vous faites le calcul. Et ces égouts se déversaient dans des étangs qui ont fini par sentir si mauvais qu'on a dû les combler. Malgré tout, Louis XIV avait ses petites habitudes d'hygiène, même si elles nous paraissent dérisoires aujourd'hui. Comme toutes les activités royales, l'hygiène du monarque était une affaire publique. Stanis Pérez recense 3 pratiques. La première se faisait après la chasse. Au moment où le roi se changeait,
Quelqu'un devait le frotter avec une serviette. Imaginez la scène. Après une journée de chasse, le roi se faisait frotter avec une serviette sèche par un courtisan privilégié. C'était considéré comme un honneur insigne d'assister à cette cérémonie d'hygiène royale. Assister à l'ensemble de ces cérémonies constituait un privilège et permettait de véhiculer un certain modèle d'hygiène parmi les courtisans. Par exemple, lorsque le roi allait faire ses besoins à la chaise percée, les quelques chanceux voyaient là la preuve d'un roi très propre. C'est là qu'on mesure à quel point les mentalités étaient différentes. Voir le roi faire ses besoins était considéré comme la preuve qu'il était propre. Le simple fait qu'il utilise une chaise percée plutôt que de se soulager n'importe où en faisait un modèle d'hygiène pour l'époque. Mais quand Louis XIV prenait effectivement un bain, c'était tout un spectacle. Une baignoire était alors disposée dans la chambre royale et remplie d'eau. Les réseaux d'eau internes dans le château n'étant pas démocratisés au XVIIe siècle, ce sont des porteurs d'eau qui étaient chargés d'approvisionner la baignoire royale. Des dizaines d'hommes montaient et descendaient les escaliers de Versailles avec des seaux d'eau pour remplir la baignoire du roi. Et tout cela se déroulait dans sa chambre, devant un public choisi. L'intimité n'existait pas pour le roi Soleil. Paradoxalement, Louis XIV était aussi un innovateur en matière d'hygiène. Contrairement à une idée reçue, Versailles dispose d'arrivées d'eau courante dès le règne de Louis XIII, alors que le château n'est encore qu'un modeste relais de chasse. Pour son palais des merveilles, Louis XIV exige tout ce qui est à la pointe de la technologie, y compris en termes d'installation d'hygiène. Versailles était équipé d'eau courante avant la plupart des maisons bourgeoises de Paris. Louis XIV voulait le summum de la technologie pour son château, y compris pour l'hygiène. Louis XIV fait également installer un superbe appartement, des bains à Versailles, pour y vivre ses amours avec Madame de Montespan. C'est un lieu de divertissement et de prestige avant tout. Dallage de marbre multicolore, fresques, baignoire monumentale alimentée d'eau parfumée, chambre de repos ornée de colonnes et d'un miroir géant. Un appartement des bains avec une baignoire monumentale et des eaux parfumées. Louis XIV savait créer du luxe, même dans ses moments d'hygiène. Mais c'était davantage un lieu de plaisir qu'un endroit pour se nettoyer régulièrement. Et tenez-vous bien, Louis XIV fut tout de même précurseur dans l'introduction du savon en France avec le fameux savon de Marseille. Le roi qui ne se lavait presque jamais a paradoxalement contribué à développer l'industrie du savon en France. Avec Colbert, il met au point l'édit du 5 octobre 1688 qui instaure les règles de fabrication dudit savon. Le texte interdit, par exemple, de remplacer l'huile d'olive par des beurres ou des graisses. Louis XIV avait aussi des pratiques d'hygiène liées à ses fonctions royales, notamment le toucher des écrouelles. En 1698, la veille de la Pentecôte, Louis XIV touche près de 3000 malades. La cérémonie est épuisante et dure plusieurs heures. Cette cérémonie a généralement lieu sur la terrasse devant l'orangerie à Versailles. Imaginez, le roi touchait de ses mains nues les plaies infectées de 3000 malades, et après chaque séance, il avait un rituel d'hygiène précis. À la fin de la cérémonie, 3 officiers du gobelet présentent au roi une serviette mouillée de vinaigre, puis une serviette imbibée d'eau, et enfin, une serviette humidifiée avec de l'eau et de la fleur d'oranger, afin de se laver les mains. 3 serviettes successives pour se désinfecter les mains. Vinaigre, eau, puis eau de fleur d'oranger. C'était l'ancêtre du gel hydroalcoolique. Louis XIV avait donc des notions d'hygiène préventive quand il s'agissait de protéger sa santé royale. Ces soucis d'hygiène et de prévention de la contagion à une époque où on ne les connaissait pas scientifiquement méritent d'être soulignés. Le roi appliquait instinctivement des mesures d'hygiène que la science moderne a validées des siècles plus tard. Le parfum sert donc à masquer les effluves désagréables dégagés par le corps. Il devient lourd, fort, capiteux, entêtant. On a recours aux apothicaires qui fabriquent des parfums puissants à base de civette, de musc, d'ambre. Ces parfums, à base de civette et de musc, étaient particulièrement puissants. La civette est une sécrétion anale de chat sauvage, et le musc provient des glandes génitales du cerf musqué. Autant dire que ces parfums avaient des odeurs animales très prononcées. Le parfum est lui aussi marqueur social de par son coût.
Il existe des parfums pour le roi, les nobles, les bourgeois et les pauvres. On pense aussi que le parfum est un désinfectant, un purificateur et qu'il chasse le mauvais air. Même les parfums étaient hiérarchisés. Il y avait des parfums de rois, des parfums de nobles et des parfums de pauvres. Et tout le monde pensait que ces parfums chassaient les miasmes et les maladies. C'était à la fois un produit de luxe et un médicament préventif. L'ironie, c'est que, à l'époque, dans toute l'Europe, on appelait la cour de France la cour parfumée. Le roi s'est formé auprès de son parfumeur personnel, Martial, au secret de l'art de se parfumer. Louis XIV avait même un parfumeur personnel. Il étudiait l'art de se parfumer comme d'autres étudiant la stratégie militaire. Avec l'âge, les goûts de Louis XIV en matière de parfum ont évolué. On dit qu'il ne supportait plus les parfums forts à la fin de sa vie. Il aurait ainsi privilégié l'eau de fleurs d'oranger pour sa senteur plus discrète et naturelle. Un ingrédient qu'il appréciait particulièrement puisqu'il leur donna une place de choix à Versailles, en construisant l'orangerie, un bâtiment rien que pour eux. L'orangerie de Versailles, ce magnifique bâtiment que des millions de touristes admirent chaque année, était en partie motivé par les préférences olfactives du roi. Louis XIV aimait tellement l'odeur de la fleur d'oranger qu'il a fait construire un bâtiment entier pour cultiver ces arbres. Ce changement royal a également mis fin à une mode, celle des parfums puissants, au profit de parfums plus frais et discrets. C'est le roi qui fait la mode, même à 76 ans. Même les tendances olfactives dépendaient des goûts personnels du roi. Quand Louis XIV changeait de parfum, toute l'Europe suivait. L'hygiène déplorable de Louis XIV a eu des conséquences dramatiques à la fin de sa vie. Cependant, la douleur augmente et même une fièvre apparaît. Fagon persiste dans son diagnostic de sciatique et comme la jambe commence à gonfler, il prescrit des pansements à l'eau de vie camphrée aux propriétés anti-infectieuses, anti-inflammatoires et antalgiques, et des bains de jambes au lait d'ânesse aux vertus curatives. Les fameux problèmes de pied du roi sont devenus un cauchemar médical. Mais rien n'y fait et des taches noires commencent à apparaître sur la jambe. Le chirurgien Georges Maréchal, à la demande de Madame de Maintenon, vient ausculter Louis XIV, fait quelques incisions à la lancette extrêmement douloureuses et confirme son idée première. Ce n'est pas une sciatique, mais une gangrène. Sèche, la gangrène. Les pieds malodorants du roi s'étaient transformés en gangrène. Son médecin personnel raconta plus tard dans ses mémoires que les problèmes circulatoires du roi avaient en fini par provoquer d'affreux abcès aux jambes. Mal soignées, les plaies s'étaient infectées, et la gangrène s'était emparée des membres inférieurs du malade. Et là, l'ironie devient tragique. L'odeur de pourriture était telle que plus personne ne s'approchait du lit du mourant sans porter un mouchoir parfumé sous le nez. Le roi qui avait passé sa vie à masquer ses odeurs corporelles avec du parfum finissait par sentir si mauvais que même ses proches devaient se parfumer le nez pour s'approcher de lui. La médecine de l'époque. Pour comprendre pourquoi l'hygiène de Louis XIV était si défaillante, il faut comprendre la médecine de l'époque. Louis XIV subit donc une saignée tous les 15 jours pendant sa vie en alternance avec des purges. Toute sa vie, le roi a été affaibli par des saignées régulières et des purges qui étaient censées le maintenir en bonne santé. Louis XIV a subi tout au long de son règne un nombre terrible de saignées, de lavements même à la veille de sa mort, ce qui n'a fait que l'affaiblir. Ses traitements médicaux, loin de le guérir, l'ont affaibli et ont probablement aggravé ses problèmes de santé. Ces bains ont le même but que les saignées, les lavements. Ils purgent le corps des mauvaises humeurs et donc permettent d'obtenir une propreté intérieure. Quand Louis XIV prenait un bain, ce n'était pas pour se laver mais pour se purger. Les médecins pensaient que les bains éliminaient les mauvaises humeurs du corps, comme les saignées et les lavements. La médecine de l'époque était basée sur la théorie des humeurs, héritée de l'Antiquité. On pensait que le corps contenait 4 humeurs, sang, flegme, bile jaune, bile noire, et que la maladie venait d'un déséquilibre de ces humeurs. Tous les traitements visaient à rétablir cet équilibre, souvent en affaiblissant dangereusement le patient. Malgré tous ces problèmes d'hygiène, Louis XIV a paradoxalement laissé un héritage important dans le domaine de la parfumerie et de l'hygiène. Sous son règne, la parfumerie a été élevée au rang d'art. Le roi a transformé l'usage du parfum d'une nécessité hygiénique en art de vivre. Les parfumeurs de l'époque ont développé des techniques sophistiquées pour créer des fragrances complexes.
L'industrie française du parfum, qui domine encore aujourd'hui le marché mondial, trouve ses racines dans cette époque où tout le monde se parfumait par nécessité. Pour les non-résidents, ceux que l'on nommait les galopins, le roi autorisa la création de bains publics dans la ville dès 1671. Louis XIV a aussi contribué au développement des bains publics, même s'il ne les utilisait pas lui-même régulièrement. L'ironie ultime, c'est que la vision décadente de l'hygiène des rois vient de la Révolution. Faux. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'image de la monarchie de Louis XIV n'a pas été entachée lors de la Révolution française. Louis XIV reste un grand roi aux yeux des Français, peut-être autoritaire, mais un roi ayant amené la France au rang de puissance. La légende du roi sale a été créée au XIXe siècle, pas pendant la Révolution. L'idée d'un siècle sale s'est surtout développée au XIXe autour des travaux de l'historien Michelet. Le retour de la République et la perte progressive d'influence des royalistes dans le champ politique favorisent une vision décadente de l'époque moderne. La vérité derrière le mythe. Alors, Louis XIV était-il vraiment aussi sale qu'on le dit? La réalité est plus nuancée. Les courtisans logeant au château disposaient d'un cabinet et parfois d'une garde-robe, la petite chambre à côté de l'endroit où l'on dort. Dans ce cabinet, il y avait la chaise de commodité, une table recouverte d'une toile, d'où le nom toilette, avec tous les ustensiles nécessaires, crème, onguent, fard, pommade, essence, mouches, peignes, etc. Ainsi que les bassins à laver, les mains et la barbe, des miroirs, sans oublier la fontaine conservant l'eau nécessaire pour la journée. Les courtisans avaient donc des cabinets de toilette équipés. Ils se lavaient les mains, la barbe, utilisaient des crèmes et des onguents. Ce n'était pas l'hygiène moderne, mais ce n'était pas non plus la saleté totale. Sous Louis XIV, la propreté et l'hygiène passent par les vêtements. À l'époque, on considérait que pour être propre, il fallait simplement changer de vêtements très souvent. La propreté du linge fait donc la propreté de la personne. La conception de la propreté était différente. On pensait que la saleté visible sur les vêtements était plus problématique que la saleté invisible sur le corps. À Versailles, on interdit l'étendage entre les arbres dans certaines zones des jardins, car la vision de ces linges de corps, nombreux, car n'oublions pas on pouvait en changer 5 fois par jour et que les courtisans étaient plusieurs milliers, pouvait gêner les promeneurs et le roi. Imaginez des milliers de courtisans changeant de chemise 5 fois par jour. Les jardins de Versailles auraient ressemblé à une gigantesque blanchisserie si on avait autorisé l'étendage partout. Il faut comprendre qu'à l'époque, les odeurs étaient partout et acceptées différemment qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, plus que l'hygiène des courtisans, ce sont les odeurs émanant du palais qui nous dérangeraient, celles des écuries mêlées aux effluves de nourriture auxquelles nous ne sommes plus du tout habitués. Versailles sentait les chevaux, la nourriture, les corps humains, les parfums, les excréments, un cocktail olfactif qui aurait fait fuir n'importe quel visiteur moderne dès l'entrée. Mais pour les gens de l'époque, c'était normal. Ils vivaient dans un monde d'odeurs beaucoup plus présentes et variées que le nôtre. Le roi lui-même contribuait largement à cette atmosphère olfactive. Il ne fallait pas être propre, il fallait sentir bon. Il n'était donc pas nécessaire de se laver, ou uniquement les parties vraiment visibles. Il fallait simplement se parfumer, pour masquer les odeurs. Cette philosophie de l'hygiène explique pourquoi Louis XIV pouvait recevoir les plus grands diplomates d'Europe tout en ayant des problèmes d'odeur corporelle. L'important n'était pas d'être propre, mais de paraître raffiné grâce aux parfums et aux vêtements somptueux. Les témoignages de l'époque sont sans ambiguïté sur l'état d'hygiène du roi. Certains visiteurs donnent raison à la rumeur, comme l'évêque de Noyon, ayant une envie pressante, qui se mit à uriner à travers la balustrade dans la vieille chapelle. Le Suisse de garde fut très surpris du bruit d'une chute d'eau dans cet endroit pieux et en avertit immédiatement Bontemps, le premier valet de chambre du roi. Même les évêques urinaient dans les chapelles de Versailles. D'autres personnages n'étaient pas en reste. Comme le raconte la princesse Palatine au sujet du duc de la Rochefoucauld ou le duc de Vendôme réputé pour ses grossièretés, n'hésitant pas à mêler bassin à barbe et bassin d'aisance, recevant toujours sur sa chaise d'affaires. Le duc de Vendôme recevait ses invités pendant qu'il était sur sa chaise percée, et il utilisait le même bassin pour se raser et pour ses besoins intimes. Voilà le niveau d'hygiène de la haute noblesse française
au grand siècle, mais le plus révélateur, c'est ce témoignage sur le lit royal. Le lit royal était d'ailleurs le repère de dizaines de puces que les valets voyaient sauter sans étonnement particulier. Les valets du roi voyaient les puces sauter sur le lit royal et trouvaient cela normal. Ils étaient habitués à cette situation. La toilette sèche, art de vivre du XVIIe siècle. Pour comprendre l'hygiène de Louis XIV, il faut saisir ce qu'était la toilette sèche, pratiquée à l'époque. Quant à l'hygiène corporelle, la mode au XVIIe siècle était à la toilette sèche. On se frotte avec des linges, parfois imbibés d'acide ou d'alcool. Le bain ne se développera qu'à partir du XVIIIe siècle, d'abord dans les classes aisées. On se frottait avec des linges imbibés d'acide. Vous imaginez la sensation? Cette technique était censée nettoyer la peau sans utiliser d'eau qui était considérée comme dangereuse pour la santé. Il est sûr que la toilette sèche et le changement de linge de corps n'enlèvent pas l'odeur corporelle. C'était évident même à l'époque, mais on préférait masquer les odeurs plutôt que de prendre le risque de se laver à l'eau. Cette toilette sèche explique pourquoi les parfums étaient si importants et si puissants. Sans eau pour éliminer vraiment les odeurs corporelles, il fallait des parfums très forts pour les couvrir. D'où ces mélanges à base de civette et de musc qui nous paraîtraient aujourd'hui écœurants. Malgré sa réputation, Louis XIV n'était pas complètement insensible aux questions d'hygiène. Dans un souci de propreté, le roi qui dans sa jeunesse adorait prendre des bains de rivière, fit construire un appartement des bains entre 1671 et 1680. Les valets poussaient une baignoire sur roulette dans sa chambre, l'eau étant chauffée d'abord par les officiers de fourrière et versée par une foule de porteurs d'eau. Une baignoire sur roulette. Louis XIV avait inventé la baignoire mobile au XVIIe siècle. Quand il voulait prendre un bain, des dizaines de serviteurs se mobilisaient pour pousser cette baignoire dans sa chambre et la remplir d'eau chaude. À la disgrâce de la Montespan, il se fait aménager un autre appartement des bains au château de Marly, qu'il est en train de faire surgir de terre. Il prend aussi des bains de chambre, très souvent au retour de la chasse ou après une partie de jeu de paume ou sur recommandation des médecins. Louis XIV prenait donc des bains régulièrement, contrairement à la légende. Après la chasse, après le sport, sur prescription médicale, le roi se baignait bien plus souvent qu'on ne le dit généralement. Au XVIIIe siècle, sous Louis XV, on commence à aménager des salles de bain. Le monarque dispose d'une baignoire pour se laver et d'une autre pour se rincer, ainsi que d'une arrivée d'eau froide et d'une arrivée d'eau chaude, grâce aux cuves et des foyers installés au-dessus de la pièce. C'est Louis XVI qui inverse la tendance en utilisant une véritable salle de bain avec baignoire et eau courante, presque comme une salle de bain contemporaine. Section 20. L'évolution technologique. L'évolution de l'hygiène royale suit en fait l'évolution technologique. L'eau courante était quand même assez limitée. Les porteurs d'eau se chargèrent de remplir les bains et fontaines. Avant l'eau courante généralisée, se laver était un véritable défi logistique. Mais Versailles était en avance sur son époque. Contrairement à une idée reçue, Versailles dispose d'arrivées d'eau courante dès le règne de Louis XIII, alors que le château n'est encore qu'un modeste relais de chasse. Louis XIV hérite donc d'un château déjà équipé d'eau courante, luxe inouï pour l'époque. Dans son appartement des bains, Louis XIV disposait même d'une petite piscine hexagonale récupérée au XXe siècle, au couvent des Carmélites de Saint-Denis. Cette grande vasque faisait en effet partie de la dot de Madame Louise Selle, des filles de Louis XV qui s'y étaient retirées. Une piscine hexagonale dans les appartements royaux. Louis XIV avait donc accès à des installations d'hygiène que même les nobles les plus riches n'avaient pas. Mais il ne les utilisait pas assez, d'où sa réputation d'homme malodorant. Les conséquences politiques. L'hygiène déplorable de Louis XIV a eu des conséquences inattendues sur sa vie politique et amoureuse. Cette guerre des parfums entre le roi et ses maîtresses révèle à quel point les odeurs corporelles influençaient les relations de pouvoir à Versailles. Quand Madame de Montespan se parfumait à outrance pour supporter l'odeur du roi, elle créait un problème. Ces parfums trop forts donnaient des migraines à Louis XIV. Cette situation absurde a contribué à la fin de leur relation amoureuse. Le roi était pris dans un cercle vicieux. Il sentait mauvais,
donc sa maîtresse se parfumait. Mais ses parfums lui donnaient mal à la tête, donc il se séparait d'elle. L'hygiène défaillante du roi impactait directement sa vie sentimentale et, par ricochet, les équilibres politiques de la cour. Car il ne faut pas oublier que les maîtresses royales avaient un pouvoir politique considérable. Madame de Montespan influençait les nominations, les décisions militaires, la politique étrangère. Quand le roi rompait avec elle à cause de problèmes d'odeur, c'était tout l'équilibre politique de la France qui changeait. La fin de vie de Louis XIV illustre parfaitement les conséquences dramatiques de son hygiène défaillante. Le souverain finit ses jours dans d'atroces conditions. L'infection de ses membres inférieurs transforme le roi le plus puissant d'Europe en mourant que plus personne ne peut approcher. L'odeur de pourriture était telle que plus personne ne s'approchait du lit du mourant sans porter un mouchoir parfumé sous le nez. Le roi qui avait régné par l'étiquette et la magnificence finit seul, abandonné par tous à cause de l'odeur pestilentielle qui s'échappait de son corps en décomposition. Cette fin tragique révèle l'ironie ultime du règne de Louis XIV. L'homme qui avait fait du paraître un art de gouverner, qui avait transformé chaque geste quotidien en cérémonie publique, finit par être abandonné de tous à cause de son odeur corporelle. Les médecins eux-mêmes peinaient à s'approcher de lui. Le roi reçoit ce diagnostic comme il a reçu les autres qui ont émaillé toute sa vie, c'est-à-dire avec courage. Mais son courage ne changeait rien au fait que son corps en putréfaction éloignait même ses plus proches conseillers. Malgré tous ces problèmes d'hygiène personnelle, Louis XIV a paradoxalement contribué au développement de l'hygiène en France. C'est l'un des paradoxes les plus fascinants de son règne. Le roi qui sentait mauvais a favorisé l'émergence de nouvelles pratiques d'hygiène. Son influence sur l'industrie du parfum français est indéniable. Les parfumeurs de son époque ont développé des techniques sophistiquées pour créer des fragrances capables de masquer les odeurs corporelles les plus tenaces. Cette expertise française en parfumerie domine encore aujourd'hui le marché mondial. Louis XIV a aussi établi les règles de fabrication du savon de Marseille, créant les bases de l'industrie française du savon. Le roi, qui ne se lavait pas régulièrement, a néanmoins légiféré sur la propreté. C'est un paradoxe saisissant de son règne. Ces innovations technologiques à Versailles, comme l'eau courante et les systèmes d'évacuation des égouts, ont aussi préfiguré les développements ultérieurs de l'hygiène urbaine. Même s'il ne les utilisait pas de façon optimale, Louis XIV avait compris l'importance des infrastructures d'hygiène. Aujourd'hui, les historiens remettent en question l'image du roi sale popularisée au XIXe siècle. La réalité est plus complexe que cette caricature simpliste. Louis XIV avait une hygiène défaillante selon nos standards modernes, mais il n'était pas exceptionnellement sale pour son époque. Les tenants de l'hygiénisme diffusent une nouvelle forme de propagande anti-monarchique pour appliquer les nouvelles mesures d'hygiène. La cour de Versailles et les rois sont diabolisés. On pensait qu'ils se prenaient pour des dieux. La légende du roi sale était donc aussi un outil politique pour critiquer l'Ancien Régime. Un roi aurait-il pu vivre jusqu'à 76 ans, bien au-dessus de la moyenne à cette époque, en ne prenant qu'un seul bain dans sa vie? Cette question soulève un point important. Louis XIV a vécu 77 ans, ce qui était exceptionnel pour l'époque où l'espérance de vie ne dépassait pas 40 ans. Sa longévité exceptionnelle suggère que son hygiène, même défaillante, n'était pas aussi catastrophique qu'on le prétend. Ou alors, les autres aspects de sa vie, alimentation, exercice, soins médicaux, compensaient ses carences hygiéniques. L'histoire de l'hygiène de Louis XIV nous enseigne plusieurs choses importantes sur la relativité des normes sociales. Ce qui nous paraît aujourd'hui inacceptable était normal, voire raffiné, au XVIIe siècle. La conception de la propreté évolue avec les connaissances scientifiques et les possibilités techniques. Louis XIV vivait dans un monde où l'eau était rare et dangereuse, où les parfums coûtaient une fortune, où changer de chemise 5 fois par jour était un luxe inouï. Nos jugements sur l'hygiène de Louis XIV en disent finalement plus sur notre époque que sur la sienne. Nous vivons dans un monde d'eau courante, de savons industriels, de déodorants chimiques, de machines à laver. Notre rapport à la propreté est radicalement différent, mais cette histoire révèle aussi l'importance cruciale de l'hygiène dans les relations humaines. Les problèmes olfactifs de Louis XIV
ont influencé ses relations amoureuses, ses rapports avec ses courtisans, même sa fin de vie. L'odeur corporelle, aussi triviale qu'elle puisse paraître, peut avoir des conséquences politiques et sociales majeures. Au terme de cette plongée dans l'intimité olfactive de Louis XIV, que retenir? Le roi Soleil, derrière sa façade dorée et ses costumes somptueux, était un homme de son époque, avec les pratiques d'hygiène de son temps. Il ne faut ni le diaboliser ni l'excuser, mais comprendre que ces défaillances hygiéniques s'inscrivaient dans un contexte historique particulier. L'eau était dangereuse, les parfums étaient des médicaments, la propreté se mesurait à la blancheur du linge. Mais il reste vrai que Louis XIV sentait mauvais, que ses pieds puaient, que ses maîtresses devaient se parfumer pour le supporter, que Madame de Maintenon se plaignait de son odeur corporelle, et qu'il finit sa vie dans une puanteur telle que plus personne ne pouvait l'approcher. Cette vérité, longtemps occultée par l'image officielle du règne, nous rappelle que même les plus grands rois restent des hommes, avec leurs faiblesses les plus prosaïques. Louis XIV aura beau avoir construit Versailles et dominé l'Europe, il n'aura jamais réussi à dominer ses propres odeurs corporelles, et c'est peut-être là la plus humaine de ses défaites. Le roi Soleil, qui faisait trembler l'Europe, n'arrivait pas à faire disparaître l'odeur de ses pieds. Derrière le mythe royal se cache un homme qui, comme nous tous, avait ses petites misères quotidiennes. La différence, c'est que les siennes ont marqué l'histoire.